Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et Benoît Lombard vient de nous rejoindre. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci d'être avec nous, associé gérant chez Vitam. On parle ce matin des histoires dont on avait énormément parlé au moment des pigeons. En clair, la taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières. Où est-ce qu'on en est déjà? Peut-être état des lieux. On rappelle effectivement que c'était au moment de la loi de finances que les pigeons s'étaient manifestés. Effectivement, au cours de la loi de finances, de la discussion du projet de loi de finances pour 2013 qui a été voté, le paysage fiscal a été profondément modifié. Je rappellerai avant d'arriver où nous en sommes aujourd'hui qu'auparavant on avait un taux de taxation qui était similaire, qu'on soit épargnant, qu'on soit entrepreneur actif ou passif. Et le taux de taxation était il y a 2 ans de 32,5. Je rappellerai, et on va y venir, qu'aujourd'hui on peut arriver à un taux de taxation maximal de 62% en cas de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux. C'est-à-dire que ça a une augmentation de 90%. Donc je laisse les auditeurs juger de la progression phénoménale de ce taux. Aujourd'hui, on arrive à une situation où on vient de distinguer donc l'épargnant qui se retrouve avec une taxation de ses plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc en clair, quelqu'un qui vend des actions. Quelqu'un qui vend des actions, un épargnant, il vend ses titres. S'il les détient depuis moins de 2 ans, il peut arriver en fonction de son barème, en fonction de son taux, de sa tranche marginale d'imposition, il peut arriver à ce taux de 62%. Donc 45 plus 15,5 plus la contribution exceptionnelle sur les revenus. Et il y a une nouveauté cette année, effectivement, on peut déduire la quote-part de CSG de 5,10% sur la plus-value. Donc je ne rentre pas dans les considérations trop techniques, on arrive à 62%. Donc, et au minimal, on peut arriver à 44%. Donc on a un taux de taxation qui est fort. Pour les investisseurs actifs ou passifs, pour les entrepreneurs, pour les pigeons, entre guillemets, eux, ils vont rester à un taux de taxation forfaitaire qui est de 19%, auquel on rajoute les 15,5 de CSG et, le cas échéant, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Ouais. Oui, mais pour ce faire, donc, il y a lieu d'être considéré comme un, entre guillemets, entrepreneur actif, et donc il faut être opérationnel dans la société. Il y a des conditions de détention qui doivent être, qui sont précisées par la loi, que je pourrais vous rappeler si vous le souhaitez. Ça c'est la situation actuelle? Oui. Est-ce qu'elle va évoluer ou est-ce que ça y est, on en est sorti et on va pouvoir assimiler et digérer cette situation? A priori, il n'y a pas de nouveauté. Jérôme Cahuzac l'avait rappelé il y a une quinzaine de jours, ou il y a un mois maintenant peut-être, que le panorama fiscal, le paysage fiscal n'était pas amené à évoluer vers encore plus de progression d'impôts. On me dira à 62%, on peut difficilement aller au-delà. Peut-être 75, mais enfin, on n'y est pas. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas. On ne sait pas où nous en sommes aujourd'hui sur ces 75, mais on est déjà à 62. Donc le paysage, il ne peut pas bouger. Donc je rappelle, pour les épargnants, une intégration au barème progressif de l'impôt sur le revenu de la plus-value. Pour les entrepreneurs, on distingue les actifs, donc les dirigeants opérationnels, ceux qui sont à la tête de la société, si je puis dire, qui détiennent des parts depuis plus de 5 ans, à condition que ce soit une société opérationnelle, pas un holding passif, et à condition qu'ils aient un minimum de droit de vote qui est de 2% au moment de la cession et au minimum 10% pendant au moins 2 ans durant les 10 dernières années. Vous voyez, c'est assez technique. Et donc, pour ces gens-là, eux, ils bénéficient du taux de 19%, plus 15,5%, plus la contribution exceptionnelle sur le revenu, ça peut nous amener un taux maximal de 38,5 contre 62 pour ou l'actionnaire passif ou l'épargnant. Voilà pour l'état des lieux. Exactement. N'empêche qu'il y a aussi des dérogations. On se souvient qu'il y avait eu des gesticulations sur les histoires de donation-cession. Alors, préalablement à ça, cet état de lieu, il est quand même pas très agréable. On est passé de 32,5 à, je vous disais, 38,5 ou 62. Comment faire ? Pour l'épargnant, privilégier, là encore, les enveloppes de capitalisation. Que ce soit le PEA, les contrats de capitalisation ou les contrats d'assurance vie. Mais pour utiliser ces enveloppes, il y a lieu de, changer, modifier, restructurer son patrimoine. Et donc, inévitablement, on peut se retrouver par la case cession. Et cette case cession supportera un impôt. Mais on peut aussi donner les titres à ses enfants en pleine propriété, à charge pour ses enfants d'utiliser de les réaliser et d'utiliser le produit de la cession dans les investissements que j'ai visés. Est-ce qu'on peut imaginer que cette histoire de donation-cession, qui est quand même dans le viseur des pouvoirs publics et qui s'est fait retoquer cette fois-ci, elle revienne sous le boisseau d'une façon déguisée et qu'on finisse par avoir la peau de la donation-cession? On pourrait, mais préalablement, aujourd'hui, on attend. Je vais dire une nouvelle mouture sur les donations-cessions. Mais préalablement, pour essayer de changer de cadre, qu'est-ce qui se passe si on ne veut pas donner? Parce que si on donne, on se libère de son patrimoine et la donation est irrévocable, on se dessaisit, on s'appauvrit.
Ce n'est pas toujours le cas des investisseurs qui ont bien évidemment travaillé de nombreuses années pour avoir le fruit de leur travail. Bien sûr. Eux, ils bénéficient de régimes dérogatoires qui sont les suivants. Ils peuvent, sous condition, en cas de cession, en direct si je puis dire, réutiliser le produit de la cession et réinvestir ce produit de la cession dans des PME. Ça, c'était aussi dans les pigeons. Ça, les pigeons, ils l'ont demandé et ils l'ont obtenu. Les serial entrepreneurs qui disaient... Exactement. Ils disaient, OK, on va réinvestir le produit de la cession. Et donc, il faut investir dans les 2 ans dans une PME et conserver les titres pendant 5 ans. Mais, juste une nouveauté importante, la loi de finances a prévu la faculté pour ces entrepreneurs qui réutilisent le produit de la cession de leur entreprise dans des nouvelles PME, mais également dans des fonds communs de placement à risque ou dans des sociétés de capital risque. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, nouveau, qui est visé par la loi. Donc ça, c'est la mesure qui peut, j'allais dire, se faire a posteriori. Mais seule la quote-part du produit de la vente qui est réinvesti dans les FCPR, les SCR ou dans une nouvelle PME bénéficie d'exonération. Entre-temps, au regard de l'IR, j'entends bien, ou du taux forfaitaire. Mais entre-temps, il va quand même supporter la CSG au taux de 15,5. Oui. Donc il ne faut pas tout réinvestir puisqu'il faut garder une quote-part de disponibilité pour s'acquitter de l'impôt l'année +1. Il ne faut pas oublier l'impôt. Dans les remèdes, vous nous avez parlé des enveloppes de capitalisation. Il y a autre chose ou pas? Enveloppe de capitalisation pour les épargnants, peut-être aussi pour les investisseurs, mais pour quelqu'un qui réalise son actif et qui n'aurait pas pu ou qui ne pouvait pas utiliser cette structure-là, je parlais du report d'imposition qui existe lorsqu'on réinvestit dans les PME. Il y a également une autre mesure qui est l'apport préalablement à la cession à une société assujettie à l'IS. Vous apportez vos titres 100 à une société assujettie à l'IS qui émet des titres pour 100. Et la société bénéficiaire de l'apport va réaliser pour, par hypothèse, la même valeur, les titres. À condition que le produit de la cession lui-même est réinvesti dans une PME, donc dans les 3 ans, qui viennent suivant la cession par la société bénéficiaire de l'apport, il y a un système, là encore, d'exonération totale. Quel est l'intérêt pour des valeurs mobilières? Parce que pour de l'immobilier, tout à l'heure, Sandrine Kilici nous disait, tiens, on peut capitaliser de l'immobilier par des sociétés, mais quel est l'intérêt pour des valeurs mobilières? Si on dépasse les seuils de... Les valeurs mobilières, je rappelle quand même, il y a 2 éléments. Il y a non seulement la plus-value, mais il y a également les revenus. Les revenus de capitaux mobiliers qui sont appréhendés dans des structures de capitalisation échappent de fait à l'impôt tant qu'ils restent enfermés au sein de ce véhicule d'investissement. Pour les plus-values, il en va de même. Les plus-values qui sont réalisées au sein de ces véhicules-là sont exonérées. Seule taxation il y a au jour où on appréhende réellement le produit ou les produits générés au sein de ces véhicules. Donc il y a effectivement un intérêt. On maîtrise la perception des revenus ou des plus-values et partant, on maîtrise l'imposition y afférente. Et bien voilà tout ce qu'il fallait savoir par le menu sur les plus-values de cession de valeurs mobilières et leur taxation. Merci beaucoup Benoît Lombard, associé gérant de Vitam. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement. 100% placement, 100% BFM Business.